tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Désolée un peu du délai, on a eu quelques petits problèmes techniques. Je vous demanderai, je vais tous pas mal vous muter parce qu'on entend des interférences à l'arrière. Par contre, si des fois vous avez des questions, n'hésitez pas à débloquer votre micro et nous poser des questions. Donc, j'admets quelqu'un d'autre, je m'excuse. Écoutez, merci beaucoup d'être présent ce matin. Ça nous fait chaud au cœur que vous ayez répondu présent. On va essayer cette initiative aujourd'hui, cette nouvelle initiative, parce que vous le savez, j'espère déjà que tout le monde est en santé, que toute la famille, tout le monde se porte bien. Et donc, avec la COVID, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas le choix d'innover et d'essayer de faire des nouvelles choses. Donc, aujourd'hui, on commence à faire un webinaire en ligne. On essaye, c'est notre premier. Donc, on va voir si ça fonctionne. J'espère qu'après, vous nous donnerez votre feedback là-dessus. On a la chance d'avoir donc Paul de Fidélité qui va nous faire un survol des marchés actuels et puis qu'est-ce qui s'est passé aussi au mois de mars. Donc, les fonds Fidélité, la plupart d'entre vous qui ont des fonds Quadrus en autogéré, vous en avez à l'intérieur dans nos portefeuilles Monarch. Et aussi maintenant, ceux qui vont avoir des portefeuilles London Life Canada Vie, vous allez en voir certainement apparaître dans vos portefeuilles aussi parce que la Canada Vie a fait maintenant un partenariat avec Fidélité et ils ont ajouté certains fonds dans leur portefeuille également. Donc, c'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Paul. Merci beaucoup d'être présent. Puis, on écoute la présentation en espérant que tout fonctionne parce que Paul avait des problèmes de micro ce matin. Donc, on s'excuse s'il se passe quoi que ce soit. On essaiera de s'ajuster. Parfait. Je me croise les doigts aussi que ça va marcher, mais non, tout a l'air de fonctionner. Merci beaucoup à tous de prendre le temps d'être là aujourd'hui. Comme Céline l'a très bien dit, le but, c'est que ça soit interactif. On veut vous faire, oui, un survol sur les marchés, puis vous parler de ce qui se passe, les opportunités qu'on voit en ce moment un petit peu aussi, mais c'est aussi surtout le moment de vous donner la parole. Si vous avez des questions, il n'y a pas de mauvaises questions, donc n'hésitez pas à nous interrompre. Sinon, on va avoir une petite période de questions-réponses à la fin de la présentation. On devrait tout finir en 25-30 minutes maximum. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais faire un petit survol de qui est Fidélité. Je ne sais pas si vous connaissez tous, rapidement. Fidélité est très connue aux États-Unis, beaucoup moins au Canada. La raison est que aux États-Unis, on est direct, donc on peut rentrer dans une succursale Fidélité, on a ses comptes Fidélité, tout ça. Au Canada, on a décidé de prendre une approche différente, vu que le système financier canadien est quand même très, très bien établi, les banques canadiennes sont très établies. On a décidé de plutôt être des partenaires avec des conseillers comme Céline, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas acheter des fonds directement de nous, il faut passer via des conseillers financiers comme Céline qui, eux, ont accès un petit peu à nos produits d'investissement. Je ne vais pas vous faire tout le baratin de qui est Fidélité, tout ça. Je n'ai pas envie de vous endormir trop. Mais peut-être 2-3 points intéressants. C'est une compagnie privée dirigée par c'est une compagnie privée. C'est une famille qui nous détient, c'est la famille Johnson. C'est une femme qui est à la tête de notre entreprise et d'ailleurs le top 3 de notre entreprise, ce sont toutes des femmes. Donc le fait d'être privé nous donne un peu plus ça nous permet d'avoir une vision un peu plus long terme. Puis je pense que le COVID permet un petit peu de tester ces choses-là. Par exemple, on n'a pas à satisfaire des investisseurs en ce moment, à faire un mouvement pour remonter le prix de notre stock, par exemple, dans les prochaines semaines. Ça ne nous intéresse pas, puis de toute façon, on n'en a pas. Donc, nous, c'est plus, on essaye de se concentrer sur la croissance à long terme et on n'a pas pas d'objectifs court terme comme ça. Puis souvent, c'est plus en ligne avec le profil des investisseurs qui, eux aussi, ont des objectifs de placement à long terme. L'autre chose, c'est la recherche. On est la seule entreprise qui fait toute sa recherche. On fait toute notre recherche nous-mêmes. On utilise parfois pour valider certaines choses de la recherche de nos partenaires, d'autres personnes comme Bloomberg ou d'autres sources, mais on fait vraiment toute notre recherche nous-mêmes. Une statistique intéressante, on couvre 95% des capitalisations boursières mondiales. Ça veut dire que 95% des entreprises dans le monde, qu'on soit aux États-Unis, en Chine, en Inde, vont avoir une note de la part de nos analystes. Donc, puis on est la seule entreprise dans le monde à faire ça.
On est la troisième plus grosse entreprise dans le monde en termes de gestion sous actifs. Les deux premières sont BlackRock et Vanguard, qui sont 100% passifs, donc indiciels avec des FNB ETF. Nous, c'est un mix de fonds mutuels et de gestion active. Donc, voilà un petit peu plus d'informations sur Fidélité. Je vais vous montrer tout de suite l'agenda d'aujourd'hui. Premièrement, on va parler des marchés. Je vais vous parler un petit peu de la correction. Pourquoi la correction a été aussi sévère, aussi rapide? Pourquoi le rebond, une partie du rebond a été aussi extrêmement rapide. Ensuite, on veut vous parler un petit peu de la psychologie d'investissement. Je pense que ce qu'on a vu récemment, c'est un très, très bon test pour voir à quel point c'est important de rester patient et qu'il y a quelques petites règles à appliquer dans quand vous investissez votre argent pour votre retraite ou à long terme. Et le numéro 3, là, il manque le 3, je viens de voir. Le numéro 3, c'est à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Quelles sont les opportunités pour les prochains 6 mois, 12 mois, 18 mois à peu près. Même si on n'a pas la prétention de s'attendre à quoi que ce soit, il y a des choses qu'on peut un petit peu prévoir ou anticiper. La baisse des marchés. Comme vous pouvez le voir ici, la baisse a été plus sévère qu'en 2008. Ça a vraiment été une crise qui a été extrêmement forte, d'une amplitude extrême et d'une rapidité extrême aussi. Donc, ça a été quelque chose sans précédent, plus rapide que 2008, plus rapide que la Grande Dépression qu'on a connue. Personne n'était là, mais dans les années 1920-1930. Donc, c'est vraiment une correction sans précédent. Une partie de la raison de cette correction, c'est qu'il y avait énormément de leviers dans le système. Il y avait beaucoup de risques. Quand on appelle du levier, il y avait beaucoup en fait de hedge funds aux États-Unis principalement qui utilisaient des systèmes d'options pour doubler un petit peu leurs profits sur les marchés, qui étaient des personnes qui étaient très, très agressives. Et avec la volatilité qu'on a connue, il y a eu beaucoup de hedge funds ou d'investisseurs institutionnels qui ont dû vendre leurs positions. Ils n'avaient pas le choix de vendre. Parfois, on avait des journées, même si l'or est une valeur refuge, je prends ça souvent comme exemple, il y a des journées pendant la crise, autour du 18 mars, l'or était en baisse de 12% parce que les gens étaient forcés de liquider. Donc, tout baissait. On avait des fonds défensifs ou agressifs, tout baissait. C'était vraiment une correction un petit peu sans précédent. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une correction sans précédent, mais on a aussi eu une réponse sans précédent des banques centrales. Ouais, je m'excuse de t'interrompre 2 secondes. Je veux juste, parce que je vois qu'il y a des carrés sur le… On ne voit pas la présentation au complet. Est-ce que c'est juste moi ou tout le monde, c'est la même chose? Il y a un gros carré en haut et un carré sur le côté. Donc, on n'a pas vu vraiment les chiffres sur la présentation d'avant. Est-ce que tout le monde voit la même chose que moi ou c'est juste moi? Confirme. Oui, Céline, moi, je vois la même chose que toi. Oui, Andréane, je vois la même chose aussi. Là, ouais, Paul, tu as l'air de les en haut, je pense, si tu vas dans la boîte en haut, tu as View Option. Et je pense que tu peux changer la façon dont la présentation apparaît à l'écran. C'est dans le carré en haut, là. Je pense que tu peux faire side-by-side mode, etc. Tu vas voir Là, ça va déjà un peu mieux. Il y en a un qui est remonté en haut, mais ouais, là, non, ça marche pas. Ouais. Il y a encore un bras noir. Ouais, là, ça va. Là, comme ça. Ça va pas être long. J'essaie de trouver. Sinon, je vais essayer de le mettre. Là, comme ça, c'est déjà pas si mal. En haut, le titre, c'est mieux comme ça? Ouais, et juste si tu peux remettre le graphique oups. Ouais, c'est à chaque fois que tu cliques. Là, voilà, au moins on voit 2020 parce qu'en fait, on s'était entraîné hier, je m'excuse, puis là, je me disais, je ne peux pas intervenir sur les chiffres parce qu'on ne le voyait pas. Mais c'était surtout vous faire remarquer qu'en 2008, finalement, on avait vu, il y avait eu une baisse de 35%. Puis cette année, en 2020, on est rendu à moins 21%. Donc, il nous semblait que la baisse de cette année était vraiment plus dramatique que 2008. Mais finalement, grâce à la reprise, on est encore bien au-dessus de 2008 finalement. Exact, oui. Puis même si on a eu une période de volatilité extrême, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que les marchés ont rebondi d'une manière aussi extrêmement rapide.
Et même si on a connu une même baisse que 2008, puis comme vous voyez, 2008, c'est une baisse qui s'est faite en plusieurs fois, tandis que là, on est capable d'affirmer avec quand même pas mal on n'a pas une boule de cristal, on ne peut rien prédire, mais on a quand même une forte conviction qu'on ne retouchera pas les bas du 24 mars. Donc le pire est derrière nous, selon nous, parce qu'il y avait, comme je le mentionnais, il y avait comme un mouvement de panique. Puis ce mouvement de panique est derrière nous, puis les probabilités que ce mouvement de panique se répète sont très peu probables. Même s'il y a une deuxième, ou une troisième ou une quatrième vague de ce virus, ce qui n'est pas impossible, le mouvement de panique qu'on a connu ne sera pas retesté selon nous. Donc le bas du 24 mars ne sera probablement pas réatteint, en tout cas. J'essaye, donc voilà, c'est ce que ça veut dire que vous ne voyez pas les titres. Non. Ouais, je m'excuse, je vais vous les lire. Je vais vous les lire, les titres, parce que je ne sais pas comment enlever le... On s'améliorera. La prochaine fois, ça sera mieux. Ce graphique-là, le titre est une réponse sans précédent. Donc, en fait, c'est simplement pour vous montrer, donner un petit peu quelques chiffres pour vous montrer à quel point les banques centrales, puis là, ici, comme exemple, on a pris la Banque centrale américaine, à quel point elle a été rapide pour répondre à cette crise-là. Ça a pris seulement 6 semaines pour que la Banque centrale américaine déploie 2 trilliards de liquidités dans le système. Tandis que pour faire une comparaison, en 2008, ça a pris 145 semaines pour que la Banque centrale réponde aussi vite. La raison est très simple, c'est que c'est une crise un petit peu sans précédent, c'est une crise sanitaire avant tout, tandis qu'en 2008, c'était vraiment une crise financière. Donc là, la situation, les gouvernements et les banques centrales n'ont pas hésité. On le voit ici au Québec, on le voit au Québec, au Canada, en Europe, aux États-Unis. Pas mal tous les pays ont vraiment pris le taureau par les cornes, puis ont décidé de restimuler l'économie puis d'injecter de la liquidité. Une petite anecdote aussi, pour la première fois la semaine dernière, la Banque centrale américaine a commencé à acheter des obligations corporatives, donc pour amener de la liquidité dans le marché. Parce que comme je vous ai dit, la correction qu'on a eue au mois de février-mars, c'était aussi une correction d'un manque de liquidité qu'on a eu dans le marché, quelque chose qui arrive quasiment jamais. Mais voilà, c'est ce qui arrive des mouvements de panique, on s'adapte. Puis là, pour la première fois, la Banque centrale américaine rajoute des liquidités même dans les obligations corporatives, ce qu'elle n'avait jamais fait dans le passé. Voici un petit aperçu de la performance des différentes classes d'actifs depuis à la fin du premier trimestre. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment disparate. On n'a vraiment pas de... il y a vraiment plusieurs catégories d'actifs qui se détachent. La première, est-ce que vous voyez mon curseur quand je le déplace? Oui. Ouais. OK. Donc, la première, c'est une surprise pour personne, l'énergie, comme vous voyez ici, moins 50%. Vous savez, il y a eu déjà avant la crise, il y avait déjà beaucoup de pression sur le pétrole, le prix du baril du pétrole, avec l'économie mondiale qui était en train de ralentir. En plus de ça, on a eu des tensions politiques entre l'Arabie saoudite et la Russie. Puis en plus de ça, une chute de la demande suite au COVID. Donc, ça a vraiment mis énormément de pression sur le secteur d'énergie. Mais comme vous voyez, on va avoir aussi des compagnies qui s'en tirent très bien. Puis c'est eux qui remontent le marché vers le haut dans les dernières semaines, derniers mois, qui sont les compagnies de large growth. Donc, c'est des compagnies de grande capitalisation de style croissance. Pour vous nommer des noms un petit peu, ça va être des noms comme Netflix, Amazon, Apple, Facebook. Donc, toutes des entreprises, Microsoft qui a beaucoup remonté. Donc, toutes des entreprises qui profitent entre guillemets du COVID. Comme vous et moi, on travaille de la maison. Maintenant, on est dépendant de la technologie. Donc, toutes ces compagnies de technologie-là ont vraiment bénéficié du COVID et les gros deviennent plus forts, puis les petits, malheureusement, sont sous pression et ça risque d'être beaucoup plus difficile pour les petites capitalisations, comme vous le voyez. Après l'énergie, c'est la deuxième pire catégorie d'actifs, qui est les petites capitalisations de style valeur, qui sont extrêmement sous pression. Par contre, on va en parler plus tard, petite capitalisation de style valeur, historiquement, c'est la meilleure catégorie d'actifs à être dedans pour jouer un rebond quand le marché va rebondir. Donc, on passera.
on parlera de ça plus tard, mais voilà, correction sans précédent une correction sans précédent, un rebond extrêmement rapide. Le mois d'avril a été l'un des meilleurs mois depuis 1980 mois. C'était le meilleur mois pour le S&P 500. Cette volatilité extrême nous amène un petit peu à nous parler de la psychologie. Et je vais juste vous lancer quelques petites stats importantes. Pourquoi c'est important de rester patient et de rester patient et de ne pas sortir du marché. Comme vous le voyez ici, un graphique extrêmement intéressant. Le titre, c'est « Ne manquez pas, ne ratez pas ces occasions ». Comme vous pouvez le voir ici, sur les 34 dernières années, si vous avez seulement manqué les 10 meilleures journées du marché, vous auriez moins de la moitié du rendement sur le marché canadien. C'est seulement 10 journées sur 34 années. Et cette année, le COVID, avec la correction du COVID, ça a été le meilleur exemple pour ça. La pire journée a été le 24 mars, qui a été aussi la journée où est-ce que le monde a le plus retiré d'argent dans le marché. Et a été suivie, cette journée-là a été suivie par une journée exceptionnelle, des rendements de 12% le lendemain. Donc, on a eu vraiment, cette année, l'histoire se répète, il faut rester investi parce que sinon, on manque des excellentes journées et c'est là où on accumule du rendement. Une autre acétate intéressante qui dit, le titre c'est « Et si on essaie de timer le marché ?» Et si vous avez fait le pire market timing de tous les temps. Donc, disons que vous n'avez vraiment pas de chance. Puis vous rentrez, comme vous le voyez ici, juste avant la correction, juste avant la correction de 2008, vous rentrez, vous faites frapper par toute la correction de 2008, puis vous vendez au pire moment, c'est-à-dire au 24 mars 2020. Vous avez quand même un rendement de 5,5% annualisé. Donc, c'est quand même pas trop mal comme rendement. Puis ça, c'est avec un portefeuille équilibre mondial. Donc, c'est vraiment avec un fonds équilibré. Céline, puis toute son équipe mettent beaucoup d'emphase à vous créer des planifications financières, des choses comme des planifications financières. Puis, je trouve qu'avec le peer market timing, si vous avez un portefeuille équilibré, vous vous en tirez quand même pas si mal que ça. 5,5% en général, c'est quand même de très bons rendements. Donc, le point dans tout ça, c'est de vous dire que c'est pas vraiment pour un fonds équilibré, c'est pas vraiment le timing qui est important, c'est plus le temps qu'on passe dans le marché. Des choses que vous avez déjà entendues, mais je pense que c'est important de les répéter. Encore une fois, je vous montre aussi ici, ça c'est vraiment les stats qui sont, ça c'est en date du mois de fin avril. Donc c'est les entrées et les sorties d'argent. Les entrées et sorties d'argent et la performance du S&P 500. Comme vous pouvez le voir encore une fois, l'émotivité des investisseurs fait en sorte qu'on détruit et qu'on perd du rendement à long terme. Ça n'a pas été une exception cette année. Le gros de l'argent est rentré dans les premiers mois, donc au mois de décembre, janvier, février de cette année, juste avant la correction. Puis pendant la correction, tout le monde sortait de l'argent. Je vous ai dit, le 24 mars, ça a été la pire journée. Si vous voyez, le 24 mars, il y a eu 86 milliards qui ont sorti de l'économie. Donc, c'est beaucoup. Toutes ces personnes-là ont manqué l'immense rebond qu'on a eu au mois d'avril. Donc, c'est très important. C'est très difficile et quasiment impossible de faire du market timing. Donc, je vous encourage vraiment de rester investi, garder le cap. Contactez votre conseiller financier pour faire des rebalancements parfois. Ça va être des choses à faire, mais sinon, c'est important de rester investi. Et encore une fois, le titre de cette acétate-là, c'est « Il y aura toujours une bonne raison pour ne pas rester investi ». Donc ça, c'est plein de petites anecdotes ces années-là. À chaque année, on a des mauvaises nouvelles. Puis souvenez-vous ce que je vous ai dit en début de présentation, les marchés anticipent toujours 6, 12, 18, 24 mois en avance. Donc déjà là, les marchés, une partie des raisons pourquoi les marchés ont remonté, c'est parce que les investisseurs ont décidé d'ignorer un petit peu les bénéfices pour 2020 et ils se concentrent sur les bénéfices pour 2021, 2022. Donc le S&P 500, pourquoi il a remonté autant, c'est que les investisseurs essayent de voir, OK,
telle entreprise, c'est sûr que ça va être difficile pendant le COVID, mais ils vont rebondir. Puis selon nous, telles vont être les croissances des bénéfices en 2021, en 2022. Donc, c'est tout un mécanisme d'anticipation. Donc, c'est souvent trop tard. Quand on est au milieu de la crise, c'est souvent trop tard pour sortir du marché. C'est le moment souvent même d'en tirer profit. Ça m'amène à vous parler un petit peu de à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochaines semaines. N'hésitez pas à m'interrompre sur cette partie-là. S'il y a des choses qui vous voulez plus de détails, je vais quand même essayer de survoler. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, le titre de cet acétate-là, c'est la désynchronisation des secteurs. Depuis 5 ans, oui. Moi, je me demandais, dans la création de la table en tarif, il y avait 2 options d'activité. M. Boivin, ça serait le fun de muter, s'il vous plaît. Boiron en forêt, boiron en usine. Excusez-moi, vous pouvez répéter? On poser une question. Excusez, je l'ai muté. OK, il n'y a pas de question? OK, il n'y a pas de question. Parfait, je voulais juste être sûr. Tout simplement, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que depuis 4 à 5 ans, il y avait une synchronisation des rendements dans l'industrie. Donc, que vous détenez des compagnies de technologie, des compagnies dans le domaine de la soins de santé, des financières, il y avait vraiment une synchronisation depuis quelques années où est-ce que tout montait, toutes les catégories d'actifs montaient. Ce qui est typique d'une fin de cycle, puis on savait qu'on était en fin de cycle. Je pense que Céline aussi vous le répétait, Céline puis son équipe vous le répétait, qu'on était en fin de cycle, puis qu'il fallait être prudent. Quand on a une synchronisation comme ça, souvent c'est un signe qu'il commence à avoir des faiblesses dans le marché. Comme vous pouvez le voir sur cet acétate-là, on recommence à avoir un range d'opportunités qui est vraiment intéressant. Donc, il y a des compagnies qui ont énormément remonté. Puis ça, c'est en date de vendredi. Donc, c'est très à jour comme statistique. Vous voyez que l'or et les FANG, là où il y a Microsoft qui a été rajouté. Donc, c'est Facebook, Amazon, Apple, Microsoft et Google. Les FANG sont de loin les meilleurs titres cette année pour les raisons que je vous ai dit. C'est des compagnies qui tirent profit de la situation que vous et moi, on connaît actuellement. Puis, à l'inverse, il y a des compagnies qui tirent de la patte. Donc, je vous ai parlé des petites capitalisations. Si vous regardez ici, l'indice, le Russell 2000, c'est l'indice des petites capitalisations aux États-Unis. Juste à côté, vous avez le secteur, vous avez le secteur industriel, les financières et l'immobilier. Donc, tous des stocks qui sont quasiment, si vous regardez, on est quasiment au même bas qu'au mois de mars. Donc, il y a encore énormément d'opportunités dans le marché actuellement. C'est important d'être très diversifié et de ne pas non plus considérer le rebond qu'on a eu. Oui, on a eu un rebond de marché, mais c'est un rebond qui est principalement dû aux FANG, donc les compagnies de technologie de grande capitalisation, et des compagnies dans le soin de santé et biomédical qui tirent vraiment le marché vers le haut. Donc, parfois, il ne faut pas hésiter à ouvrir le capot et puis à regarder ce qui se passe vraiment en dessous du marché, là, parce qu'il y a encore plein d'opportunités dans le marché actuellement. Une acétate très intéressante, puis il y en a une que vous voudrez connaître par cœur, c'est celle-ci. C'est vraiment historiquement, ça c'est sur les 50 dernières années, on isole les styles, quel style fait mieux dans quelle partie du cycle. Donc, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. On était en fin de cycle, dans la période de fin de cycle pendant les 3 dernières années. Et dans les 3 dernières années, qu'est-ce qui a fonctionné? C'était principalement le style momentum avec les compagnies FANG, donc Facebook, Amazon, Google, Netflix, donc ces grosses entreprises de technologie, grande capitalisation de technologie qui ont vraiment tiré le marché vers le haut lors des 3-4 dernières années, qui ont vraiment été genre le générateur d'alpha dans le portefeuille de nombreux clients. En ce moment, on est en récession. Donc, quand on est en récession, historiquement, qu'est-ce qui performe le mieux? Ce sont les compagnies de rendement en dividendes et les compagnies à faible volatilité. Et on a eu donc les compagnies à faible volatilité et les compagnies de qualité. Les compagnies à faible volatilité ont rempli leur mandat de protéger dans la baisse. Ils ont performé comme prévu.
Les entreprises de qualité ont extrêmement bien fait aussi, puis vont probablement continuer à bien faire selon nous. Juste pour vous définir le terme qualité, je ne sais pas si tout le monde connaît. Le terme qualité, ça va être des entreprises qui ont une croissance soutenable, relativement peu de dettes, puis qui génèrent des cash flows relativement stables, mais qui vont avoir des évaluations un peu plus élevées que la normale. Donc, ça ne va pas être des entreprises qui sont pas chères, ça va être des entreprises qui n'ont pas trop de risques, qui sont un petit peu chères, un petit peu au-dessus de leur moyenne historique, mais qui n'ont pas nécessairement trop de risques et qui sont capables de générer du cash. Ça va être des entreprises que nous, on adore actuellement et que même le marché commence à… On voit que le style qualité est en train de bien faire parce que avec le COVID, on risque d'avoir aussi de nombreuses crises de liquidité. Et les entreprises qui vont avoir des liquidités vont être capables de survivre, tandis que certains de nos compétiteurs vont malheureusement devoir disparaître. Donc, on pense que le style qualité devrait continuer de bien faire pendant la récession. Et selon nous, la meilleure opportunité actuellement est dans les rendements en dividendes. Rendements en dividendes, souvent, c'est ce qu'on appelle c'est pas souvent, c'est les compagnies un petit peu plus blue chip. Les compagnies qui payent le plus de dividendes sont souvent les compagnies pétrolières, les compagnies dans l'immobilier, les banques. Puis ensuite, il y a les compagnies dans la télécommunication comme Bell, Rogers, ces compagnies-là. Donc, historiquement, c'est un petit peu ces compagnies-là qui payent le plus de dividendes. Puis c'est ces compagnies-là qui rebondissent le mieux, qui font très bien en période de récession, mais aussi qui vont rebondir en début de cycle. Donc, comme vous savez, en ce moment, on est en récession, puis là, on essaie de savoir quand est-ce qu'on va sortir de cette récession. Parce que c'est une récession qui a été très rapide. Rendement des dividendes n'a pas bien fait pendant la crise. Pour deux raisons particulières. Historiquement, l'immobilier est un secteur qui protège lors des baisses. C'est un secteur très défensif. Avec la crise du COVID, énormément de gens ont peur avec de l'immobilier, surtout l'immobilier commercial. Les centres de distribution risquent d'être abandonnés. Les grandes tours, comme ici au Mille La Gauchetière ou à PVM, font face à d'immenses problèmes. Un problème tout simple, c'est tout simplement comment est-ce qu'on peut rentrer dans la tour. On ne peut pas prendre l'ascenseur vu qu'on doit respecter les distanciations sociales. Donc, l'immobilier est énormément sous pression actuellement. Les compagnies pétrolières, comme vous le savez, sont énormément sous pression et les compagnies financières, on a les taux actuellement. Actuellement, les taux sont quasiment à zéro dans tous les pays au monde, ce qui fait que les marges de profit des banques vont être plus faibles. Et si on commence à avoir des personnes qui font défaut sur leurs paiements, sur leurs hypothèques, ces choses-là risquent. Donc, ça fait peur aux investisseurs pour les financières. Donc, historiquement, des compagnies qui font relativement bien en période de récession et qui rebondissent très bien, excusez-moi, je me mélange. Historiquement, ces compagnies qui font relativement bien ont mal fait. Puis en général, il y a beaucoup d'argent à faire quand ça passe de ça va mal à ça va très mal à ça va mal. Donc, on essaye en ce moment, on met beaucoup d'emphase sur ces entreprises-là et on garde un œil, c'est encore trop tôt, mais on risque d'avoir un retour du style valeur. Ça fait maintenant 10 ans que le style croissance surperforme le style valeur. On a des prix, actuellement, les prix des compagnies de valeur sont la différence entre le prix d'une compagnie de croissance et le prix d'une compagnie de style valeur est au même niveau qu'en 2001, pendant la crise, juste pendant la crise, la bulle de technologie. Donc, on ne dit pas qu'il va y avoir une bulle technologique actuellement, c'est juste que les entreprises de style valeur ont des évaluations très intéressantes actuellement. Elles ont été délaissées des investisseurs dans les 10 dernières années. Nous, on pense qu'une fois que l'économie va passer, une fois qu'on va avoir, que le cycle économique va repartir, que l'économie va repartir, puis que la peur d'une seconde vague de COVID va arriver, le style valeur devrait mieux faire. Donc, ça, c'est un petit peu pour les styles. Je suis allé un petit peu plus en détail que ce que je voulais. Je vais vous parler relativement rapidement. Puis ça, si vous avez des questions, on va en parler pendant la période de questions. Ça, c'est ce qu'on fait chez Fidélité en termes de positionnement. Brièvement, je vais juste vous montrer rapidement. Vous voyez ici, on est surpondéré les actions. Ça veut dire qu'on n'a pas peur du marché. Puis ça, c'est au 31 mars. Ça a beaucoup aidé nos portefeuilles. Donc ça, on a pris comme base un portefeuille 60-40. 60% actions, 40% obligations. Ça va être notre indice de référence, la barre au milieu.
Puis ensuite, en dessous, ce que vous voyez, les barres, ce sont les sur- ou sous-pondérations. Donc, la plus grosse sous-pondération, je pense que ça peut intéresser à nombreux d'entre vous, puis aussi pour vos perspectives, voyages ou choses comme ça. Notre plus grosse conviction en ce moment, c'est que le dollar canadien va continuer de baisser. Donc, depuis le début de l'année, le dollar canadien a baissé de 8%. Et selon nous, il devrait continuer de se déprécier face aux autres devises. Je pourrais vous expliquer pourquoi si vous avez des questions. C'est un petit peu long, mais on a vraiment une conviction élevée par rapport à ça. Puis ça a vraiment aidé nos portefeuilles vu qu'on était sous-pondéré la devise canadienne. Donc, ça a vraiment aidé au rendement des portefeuilles en relatif. L'autre pari important, on est sous-pondéré le Canada, un petit peu pour les mêmes raisons que la devise canadienne. Le Canada, selon nous, est entré dans cette crise avec beaucoup de dettes, beaucoup de risques, et on va prendre beaucoup plus de temps à se relever que les autres pays. À l'inverse, on aime beaucoup les marchés émergents et les marchés internationaux. Marchés internationaux, c'est l'Europe, plus ou moins. Marchés émergents et internationaux avaient des évaluations relativement faibles et qui étaient des évaluations qui étaient en dessous de leurs moyennes historiques avant la correction, et ils ont baissé autant que les États-Unis. C'est quelque chose qui est normalement, quand on a une récession, on a les marchés les plus surévalués qui baissent plus que les marchés qui sont dans leurs moyennes historiques. Cette année, les États-Unis, les marchés émergents, l'Europe, tout le monde a baissé de 30% en l'espace de 3 semaines. Ce qui fait que l'opportunité dans les marchés émergents et en Europe est très intéressante en ce moment, mais on reste relativement prudent parce que les États-Unis restent quand même le moteur de l'économie mondiale. Ça finit un petit peu ma présentation. Si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, est-ce que certains ont des questions? Moi, je veux juste préciser par rapport, si tu veux remettre la slide d'avant, par rapport, tu parles que en fait, c'est vraiment les gestionnaires de fonds qui font ce travail-là de mettre la pondération dans vos portefeuilles. Donc, la plupart d'entre vous, vous avez des portefeuilles qui respectent le 60-40 ou selon vos tolérances au risque, plus ou moins. Mais après, à l'intérieur, les fonds qu'on a décidé de mettre à l'intérieur, c'est le gestionnaire qui, lui, après, achète et vend les actions selon les opportunités. Donc, c'est pour ça qu'aussi, c'était important de ne pas bouger pendant la crise parce que le gestionnaire, lui, avait soit la liquidité, soit il vendait des actions qu'il considérait plus bonnes ou avec moins de rendement ou moins d'activité pour le futur, et il rachetait d'autres actions à ce moment-là qu'il voyait qui allaient avoir de la valeur pour les prochains trimestres, finalement. Donc, c'est juste pour préciser ça. Donc, je ne sais pas, est-ce que d'autres ont des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez, des points à apporter? Ou... Non? Personne? Juste, ou si tu veux nous parler des obligations, parce qu'on sait que les obligations, on l'a vu depuis 2008 rapidement, puis après, on vous laissera aller. Les obligations avaient beaucoup été négatives durant ces dernières années. Là, on voit qu'elles sont positives. Donc, quels sont votre point de vue par rapport aux obligations? Alors, les obligations, premièrement, elles sont nécessaires dans le portefeuille des clients afin de diminuer la volatilité. Historiquement, quand les marchés d'actions baissent, les marchés d'obligations restent soit stables ou montent. Cette année était une année un petit peu exceptionnelle au début, suite au manque de liquidité. Les obligations ont baissé aussi pendant la période pendant le mois de février-mars, mais ont très bien remonté et sont actuellement en train de remonter. Donc, en ce moment, il y a du rendement à aller faire avec les obligations, malgré le fait que les taux d'intérêt soient extrêmement bas, / proche de zéro. La raison est que on va aller faire des rendements sur les obligations corporatives plus que des obligations de gouvernement. Donc, les obligations de gouvernement, lors des prochaines années, vous devez vous attendre à ce qu'il y en ait un petit peu moins dans vos portefeuilles parce que, par exemple, si vous achetez une obligation sur les 10 prochaines années du gouvernement américain, disons que vous donnez, pour simplifier, on vous donne $100 pour une obligation pour le gouvernement américain, on vous récompense en vous donnant seulement 1% de rendement, 1 ou 1,2% de rendement. Si vous achetez un pays un peu plus à risque, comme, l'Italie, on va vous donner 2,5-3% de rendement. Donc, historiquement, c'est comme ça qu'on fait de l'argent avec des obligations, avec des coupons.
vu que les taux sont extrêmement bas, les taux d'intérêt sont très bas dans la plupart des pays, il faut s'attendre à ce que les rendements des obligations soient moins élevés qu'on a connus dans les dernières années. Par contre, il y a énormément de rendements à aller faire pour des obligations de style corporatif. Donc, des entreprises comme... il y a des entreprises qui ont été amenées à être décotées. Une que vous avez peut-être entendu parler, ça va être Ford. Ford a été décoté d'une obligation de qualité à obligation relativement à risque. On ne pense pas que Ford va faire faillite, par exemple. Donc, vous avez ce qu'on appelle du gain de capital qu'on peut faire sur ces obligations-là. Donc, quand une obligation est passée d'une obligation de qualité à une obligation de moins bonne qualité, on pense qu'à long terme, par exemple, Ford va se redresser et va pouvoir redevenir une obligation de qualité. Donc, suivant les cotations d'obligations, il y a des rendements à aller faire. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. Puis, on est d'ailleurs la fidélité, il y a 2 entreprises dans le monde qui font toutes leur code de crédit eux-mêmes. Il y a nous, puis Capital Group aux États-Unis. Donc, on est les 2 seules firmes qui mettent leurs propres notes sur les obligations. Puis, comme les actions, comme je vous ai dit tout au début, on met toutes notre notes nous-mêmes. Donc, on ne se fie pas aux notes du marché. On fait vraiment notre propre recherche pour dire telle entreprise est risquée, telle entreprise est plus ou moins risquée. Donc, il y a des obligations, il y a des rendements à faire avec les obligations aussi. Il ne faut pas le négliger. Puis ça reste la base. C'est ce qui vient stabiliser votre portefeuille. Donc, il faut toujours en maintenir. Super. Ben, merci pour les précisions, Paul. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées par la suite? Non, personne. Oui, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Oui. Ah, on m'entend? Oui. Bon, alors si vous m'entendez, c'est parce qu'actuellement, il y a tellement d'argent qui sont délestés du gouvernement fédéral à cause de la COVID, de la pandémie, puis tous ces milliards de dollars, est-ce que ça ne va pas créer un lot d'obligations du fédéral énorme dans l'avenir? Vous avez dit que les obligations du gouvernement allaient baisser, mais je ne vois pas comment on peut renflouer les fonds du gouvernement avec les dépenses qui sont faites actuellement. Alors, comment voyez-vous qu'on peut, le gouvernement peut s'en sortir à part d'augmenter les impôts face au marché? Est-ce que ça a un lien en quelque sorte? Oui, c'est un très bon lien. C'est une très, très bonne question. C'est un point que je voulais parler, mais j'avais juste peur de manquer de temps. Donc, c'est une excellente question. Comme vous l'avez très bien dit, on va devoir payer à un moment donné pour ces dépenses que le gouvernement y fait actuellement. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement imprime de l'argent en ce moment. Imprime qui distribue littéralement de l'argent aux Canadiens. Le problème dans tout ça, c'est qu'on va venir augmenter notre dette. Pour augmenter sa dette, pour venir diminuer sa dette, il y a 3 manières de diminuer sa dette. La première, ce qui n'arrivera pas, c'est de faire défaut. Donc, le Canada ne fera jamais défaut sur sa dette. On est quand même un pays industrialisé, mais ce n'est pas impossible. Dans les 3 dernières années, il y a 2 pays qui ont fait défaut sur leur dette. Il y a eu l'Argentine et il y a eu l'Ukraine avec la suite de Donc, c'est des choses qui arrivent, mais au Canada, ce n'est pas une option. Donc, on enlève cette option-là. L'autre option, ça serait de croître. Donc, de croître plus vite que la dette. Donc, pour croître plus vite que la dette, ça demande une démographie. Ça demande en fait une croissance du PIB, du produit intérieur brut, relativement élevée, c'est-à-dire au-dessus de 3%. Encore une fois, ça c'est très peu probable que le Canada redevienne comme un pays, comme on a connu un petit peu dans les années 2000 à 2010, un pays qui croît vraiment d'une manière, même si on a une très bonne immigration, on manque un petit peu de croissance démographique pour avoir des niveaux de croissance du PIB relativement assez forts pour diminuer la partie de la dette. La troisième option, qui est la plus probable selon nous, c'est d'utiliser l'inflation pour diminuer sa dette. Donc, c'est un complexe qui peut paraître un petit peu bizarre, mais normalement, les pays industrialisés visent un 2% d'inflation par année. Selon nous, il risque d'avoir, dans le futur, le gouvernement du Canada risque de laisser l'inflation, d'augmenter sa cible de 2 à 3 ou 3,5%. Cela va faire en sorte que la dette qu'on a accumulée actuellement avec des taux très bas, avec une inflation plus élevée, ça va venir naturellement baisser le niveau de la dette. Par contre,
c'est faire ça. Il n'y a pas de secret en finance. Laisser l'inflation remonter. Le problème, c'est qu'on vient diminuer le pouvoir d'achat du consommateur. Donc, c'est un petit peu au détriment de vous et moi qui allons devoir payer progressivement pour payer cette dette-là avec une inflation qui va être plus élevée. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le portefeuille, je peux mon curseur. OK, c'est bon. Si vous voyez ici, protection contre l'inflation, cette catégorie-là, on a augmenté notre protection face à l'inflation parce qu'on pense qu'il risque d'avoir une augmentation de l'inflation à moyen terme. Donc, pas sur la première année, pas dans les 12 ou même 24 prochains mois, mais peut-être plus sur 2 ou 3 ans, on risque d'avoir une inflation qui remonte. Selon nous, c'est comme ça que le gouvernement canadien va absorber une partie de la dette et aussi, il va y avoir des coupures budgétaires à un moment donné. En tout cas, on ne va pas être dans un mouvement positif, mais il y a eu beaucoup de dépenses lors des dernières années. On est arrivé dans cette correction. Le gouvernement canadien dépensait énormément déjà avant cette correction-là. Ils ont continué de dépenser. Il y a un point de non-retour. Donc, on va devoir payer pour cette dette-là. Et ça, c'est aussi des raisons, c'est relié à la raison pourquoi on est sous-pondéré au Canada. C'est parce que le Canada est rentré dans cette crise avec une épine dans le pied un petit peu. Donc, on est très prudent sur le Canada. Et d'ailleurs, c'est le moment, si vous me permettez, là, c'est le moment de parler avec Céline, puis souvent, on voit dans l'industrie, par exemple, des gens qui ont des actifs qui sont un petit peu éparpillés à gauche et à droite. Souvent, disons que si vous allez dans les succursales bancaires, les portefeuilles modèles qu'ils vont vous proposer vont avoir une forte concentration au Canada. Alors, on parle de 40 à 50 % au Canada. En moyenne, les Canadiens ont 55 % de leur portefeuille au Canada, qui est investi au Canada, tandis que le Canada représente seulement 3 % de la bourse mondiale. Donc, je pense que c'est vraiment le moment de regarder tout ça, puis peut-être de remettre toutes les choses à plat, puis de vraiment être sûr qu'on n'est pas trop surexposé au Canada. Je ne sais pas ce que Céline fait, elle, dans ses portefeuilles. Nous, en général, on essaie de ne pas avoir plus que 30 à 40 % de Canada dans les portefeuilles. Après, chaque situation est unique, là, on ne peut pas généraliser, mais je pense que c'est peut-être un moment de regarder. Je ne veux pas être alarmiste non plus, mais si vous voulez, il va y avoir des meilleurs rendements à faire en dehors du Canada. C'est pas mal ce qu'on faisait. Nous aussi, on était quand même sous-pondéré Canada parce qu'on savait qu'on entraînait pas mal de la patte derrière les États-Unis. Donc, on était plus aux États-Unis et marchés émergents. OK. Parfait. Toujours selon la tolérance au risque des clients. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ou, je parle beaucoup, hein, vous avez vu, donc… Non, merci. Merci beaucoup. Alors, on va se croiser les doigts. On va se croiser les doigts. C'est pas alarmiste non plus, mais il y a de meilleures opportunités en dehors. Ouais. Merci. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une question, moi. OK. C'est Jacques. Vous avez mentionné, d'ailleurs, très bonne présentation, merci bien. Merci. Vous avez mentionné que déjà les GAFA, Microsoft ont fait un retour très fort et que ceux qui devraient suivre seraient les petites capitalisations, si j'ai bien compris. En même temps, je me dis, j'ai l'impression que c'est ces petites capitalisations qui sont peut-être plus à risque de faillite. On a vu le Reitmans au Canada, on a vu Aldo au Canada, on va sûrement en voir d'autres étant donné le déconfinement qui va se prolonger quand même sur quelques mois. Donc, quelle est votre opinion là-dessus? C'est une très bonne question. Puis c'est pour ça que le marché l'anticipe un petit peu. C'est pour ça que les petites capitalisations sont une des pires catégories d'actifs actuellement. Nous, en fait, on essaie de trouver le point d'équilibre entre les deux. En ce moment, il y a des actions, ce qu'on appelle, à l'interne, on les appelle les actions COVID. Donc, comme vous l'avez très bien dit, puis vous avez super bien compris, les actions de style GAFA ou alors les actions comme Zoom qu'on utilise aujourd'hui, donc les actions de technologie qui vont bénéficier du COVID, donc du travail à la maison. On parle aussi des entreprises qui sont exposées au cloud. On parle aussi des entreprises comme Rogers, de tous ceux qui sont des distributeurs d'Internet. Donc, toutes des entreprises qui vont bénéficier du COVID.
tant que le risque d'une deuxième vague, de COVID n'est pas écarté, je pense que les styles, pas moi, là, quand je dis jeu, c'est fidélité, on pense que ces styles ces compagnies de technologie vont continuer de surperformer les entreprises de petite capitalisation parce que tant que le risque de cette deuxième vague n'est pas écarté, le monde ne va pas prendre le risque de s'aventurer dans des entreprises de petite capitalisation cyclique qui peuvent faire faillite si on a un deuxième cycle, si on a un troisième cycle. On a des analystes, je ne veux pas être alarmiste, mais on a des analystes à l'interne qui anticipent 3-4 vagues de COVID. Peut-être qu'ils se trompent, mais en ce moment, le marché anticipe la version peut-être la plus optimiste du traitement du COVID. Puis on l'a vu encore avant-hier, lundi, il y a une entreprise qui a dit qui a fait des tests, puis que sur 24 personnes, puis ces tests-là sont tests de vaccins sur 24 personnes, et tous les tests ont été successful. Mais pour répondre à votre question, on va y chercher le moment où est-ce que, une fois que le COVID va être derrière nous, les entreprises de petite capitalisation de qualité. Donc là, c'est vraiment important d'aller chercher ces entreprises-là, puis de faire une analyse fondamentale. Quelles entreprises vont être capables de survivre? Parce que, comme vous l'avez très bien dit, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite. Puis plus ça va durer longtemps, plus les petites capitalisations vont faire faillite. Mais à l'inverse, comme vous l'avez vu dans le graphique, c'est là où il y a la meilleure opportunité. Donc, tout est à trouver, genre le bon moment pour rentrer. En ce moment, selon nous, c'est encore un petit peu trop tôt pour rentrer. On ne sait pas encore si on va avoir une deuxième vague de COVID, mais il va y avoir un moment pour rentrer dans ces petites capitalisations. Puis en général, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait d'une manière progressive, parce que c'est jamais du jour au lendemain. Donc, ça va être d'une manière progressive, mais il va y avoir un inversement de tendance. En finance, il y a un principe de base qui est très simple, puis qui se répète à chaque année, c'est ce qu'on appelle des retours de balancier. Quand il y a quelque chose qui est surévalué ou qui attire trop de rendement pendant trop longtemps, généralement, cette catégorie d'actifs-là, les 10 années d'après, elle fait moins bien. À l'inverse, une catégorie d'actifs qui est détestée des investisseurs pendant 10 ans, en général, elle refait bien sur les 10 années suivantes. Donc, il faut trouver ce point d'équilibre. Ouais. Super, merci Paul. D'autres questions? Est-ce que ça répondait à votre question, Jacques? Oui, très bien. Et si jamais il y a encore du temps et il n'y a pas d'autres questions, j'en aurais une autre. Ben oui, pas de problème. Bon. Situation un peu particulière pour moi. C'est pas que j'ai retiré mes baies au mois de mars, c'est juste que j'ai reçu un montant assez significatif juste au début de la pandémie. Donc, je l'ai mis de côté en sachant qu'est-ce qui s'en venait. J'ai embarqué peut-être un 20 total du montant que j'avais et j'ai acheté quand même au bon moment, dans quelque part en mars. Mais il me reste quand même un 80% de mon montant sur lequel je suis encore assis. Et là, je me demandais, quand devrais-je rembarquer? Très bonne question. Oh, grosse question, je sais. Très difficile. Très difficile. OK, je vais me mouiller un petit peu. Prenez ça avec un grain de sel, ce que je vais vous dire pour l'instant. Mais si vous voulez une réponse avec un petit peu de conviction, il faut que je me mouille. On pense que, comme je vous l'ai dit un petit peu, les marchés anticipent le meilleur des scénarios en ce moment. Donc, je pense qu'on devrait, en ce moment, le S&P 500 se transige entre 2900, 3000 à peu près, puis 2500. À mon avis, à l'avis de nos analystes, puis le S&P 500 devrait continuer de se transiger autour de cette fourchette-là. En ce moment, on est dans le haut de la fourchette. Donc, la réponse courte, c'est à votre place, je serai relativement patient parce qu'on risque d'avoir de meilleures opportunités. Ça, c'est si on regarde juste le S&P 500 en général. Après, il y a des opportunités de placement
dans des secteurs qui sont sous-évalués, par exemple comme les petites capitalisations. Ça va être une opportunité. En ce moment, les petites capitalisations de style valeur sont vraiment sous-évaluées. Donc là, en ce moment, c'est une opportunité d'investissement. Si vous me dire, je veux mettre 10% de mon portefeuille là-dedans, je dirais c'est le moment. Ce qu'on recommande en général, c'est faire une rentrée progressive dans le marché afin d'étaler son point d'entrée. Les marchés vont être et sont extrêmement émotifs. Puis d'une semaine à l'autre, vous allez avoir 2 jours positifs, 2 jours négatifs, 2 jours positifs, 2 jours négatifs. Personnellement, j'étalerais mon investissement sur 4 semaines, 4 à 6 semaines, puis pour rentrer progressivement dans le marché. Parce qu'on risque d'avoir des meilleures opportunités de placement, mais d'un autre côté, ça se trouve, on va trouver un virus, puis on n'a vraiment aucune idée, mais je pense que la meilleure stratégie en ce moment, c'est de commencer à rentrer tout de suite dans le marché, mais de manière progressive. Donc souvent, ce qu'on recommande de faire, c'est soit de rentrer dans un fonds d'obligations. On est quand même relativement confiant que les obligations devraient avoir des rendements intéressants pour des obligations au cours des prochains mois, puis faire des échanges par exemple, à chaque lundi, vous faites un échange dans un fonds équilibré ou dans un fonds suivant votre profil de risque, des fonds plus agressifs d'action. Donc, c'est ce qu'on recommande en ce moment. De rentrer progressivement, on risque d'être testé, on va avoir la volatilité, c'est certain. Marché extrêmement émotif dans les 8 dernières semaines. Même plus, 12. Parfait, ouais. C'est pas mal ce que je fais en général avec les clients également, c'est ce qu'on fait. Souvent, on rentre dans le marché monétaire et au fur et à mesure, à chaque semaine, on fait des transferts pour justement essayer d'avoir une moyenne d'achat le minimum. Ouais. C'est pas mal la stratégie beaucoup emploie sur les marchés. Mais je le commencerai tout de suite pour être comme Céline disait, parce que ça va dépendre un petit peu de votre profil aussi. Si vous êtes 100% action, je suis d'accord, le market timing est important, mais si vous avez un profil équilibré, souvent, on parle des actions, on ne parle pas assez des obligations. C'est quand même 40% de votre portefeuille. Il y a la devise aussi qui rentre en considération. Donc, il y a quand même plusieurs sources de rendement possibles aussi. Souvent, on ne parle que des actions, mais ce n'est pas que votre portefeuille n'est pas non plus seulement composé d'actions. Et puis, comme cet acétate-là le montre, il y a des opportunités à ce moment à aller chercher, même si les marchés ont beaucoup remonté, puis que j'ai tendance à être un petit peu, à être prudent actuellement. Il y a quand même des opportunités dans le marché. Ouais. OK, merci bien. Ouais. Super. Donc, est-ce que d'autres questions? Non? Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié la rencontre. J'espère que Paul vous a donné de l'information positive qui vous aide un petit peu à voir les marchés. Mais oui, Paul, elle est positive, mais je veux dire, vous a éclairé un petit peu avec ce qui s'est passé sur les marchés et ce qu'on prévoit dans le futur. On va vous envoyer un petit sondage aussi du courant de la journée ou demain pour répondre, savoir si vous avez aimé ça et voir si on renouvelle l'expérience d'un webinaire comme ça en ligne. Je trouve que c'est quand même le fun, mais je veux voir vous, votre retour là-dessus et si vous avez des idées pour des prochains webinaires également. Donc, merci à tous d'avoir été présents et puis je vous souhaite une belle journée puis continuez d'être prudents et prenez soin de vous et on se reparle ou on se voit bientôt. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Bye.